Hey yo team, what up? Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui on va parler du squat. On va revoir tout ce qu'il faut savoir sur le squat et on va démonter tous les mythes et les on-dit qui concernent ce sujet. Let's go! Ok, si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner maintenant pour avoir accès à tout le contenu de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler du squat. Le squat, c'est un mouvement qui est très complexe. Si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes dans l'industrie du fitness ou du moins intéressé par l'industrie du fitness. Et le squat, eh bien, c'est un mouvement qu'on connaît tous. Alors, il y a plein de on-dit sur le squat. On dit qu'il faut faire le squat d'une certaine façon et pas d'une autre façon, qu'il faut l'exécuter comme ci, comme ça, qu'il faut faire ci et pas faire ça. Donc aujourd'hui, on va tout revoir. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va commencer par démonter les mythes. Je vais bien entendu expliquer mon point de vue à chaque fois. Donc ça risque d'être un peu long, mais comme ça, on aura l'image complète et vous saurez exactement comment vous positionner et vous aurez mon point de vue, bien évidemment, sur tous les on-dit de l'industrie du fitness, car vous me connaissez, j'adore démonter les mythes et les trucs qui n'ont pas de sens. Et ensuite, dans un deuxième temps, eh bien, je vais vous donner les 2-3 astuces à garder en tête et ce sur quoi il faudrait se focaliser si vous voulez améliorer votre squat. Donc je n'en dis pas plus, let's go. Ok, j'ai mon pense-bête ici avec moi pour ne rien oublier. On va revoir les mythes donc ensemble. Le premier mythe qui vient en tête, c'est qu'il y a une façon parfaite de faire un squat. Alors il n'y a pas de façon parfaite prédéfinie de faire un squat. Malheureusement, c'est une idée qui est très mal enseignée, je trouve, à nous, les coachs, les kinés, les physios, peu importe. On dit voilà, le squat, il doit être fait de telle et telle façon. Vous devez garder vos pieds parallèles, vous devez vous positionner comme ça, l'angle de votre torse doit être comme ci, comme ça. Malheureusement, c'est faux pour plusieurs raisons. On va tous squatter d'une manière différente parce qu'on a une anatomie différente, parce qu'on a un niveau de mobilité différent. C'est principalement ça et je vais aborder tous ces points par la suite. Donc, restez connectés. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, il n'y a pas un squat parfait. Tous nos squats ne devraient pas ressembler à cette caricature du squat, d'accord? On va tous avoir un positionnement de pied un peu différent, l'écartement des pieds un peu différent, l'angle du torse un peu différent en fonction de ce que je vais expliquer. Maintenant, il faut vous dire la chose suivante. Le squat, ça a été inventé, c'est un mot qui a été inventé par quelqu'un, par l'être humain. On faisait déjà des squats, c'est juste quelqu'un qui a mis un son et qui a dit « Oh, ça c'est, on va l'appeler un squat ». Et ensuite, ce quelqu'un a créé des règles prédéfinies en disant « Ça doit s'appliquer pour tout le monde ». Mais le problème, c'est que c'est complètement faux et c'est une erreur qu'on fait nous en tant que coach ou thérapeute de vouloir donner ces règles prédéfinies par ce quelqu'un à tout le monde. Et le problème quand on fait ça, c'est que on rajoute des contraintes. Et quand on dit à quelqu'un « Hey, je veux que tu fasses ton squat exactement comme ça, avec cette image prédéfinie, d'accord ?» Eh bien, on rajoute des contraintes. Et quand on rajoute des contraintes sur cette personne qui n'a pas forcément la capacité de s'adapter à ces contraintes, eh bien, ce qu'on est en train de faire, on est en train de rajouter des compensations, ok? On croit bien faire en disant « Ah non, je vais lui donner le squat parfait », mais en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est de rajouter des compensations. Donc, c'est complètement faux de se dire qu'il y a un squat parfait, ça n'existe pas. Deuxième point super important, les genoux ne doivent pas dépasser les orteils. Celui-là, c'est un classique, vous me connaissez, j'ai déjà démonté ça plein de fois. Et j'hallucine qu'encore en 2021, il y a des cursus avec des formateurs qui partagent cette idée-là, qui disent « Oh là, il ne faut pas laisser les genoux dépasser les orteils ». Je retrouve plein d'images sur le net de certification de personal training avec le personal trainer qui met ses mains devant le genou de son client, de sa cliente, genre hey, laisse pas tes genoux dépasser tes orteils. Alors ça aussi c'est complètement faux, encore une fois, hein, j'ai déjà expliqué plein de fois. Si c'était le cas, eh bien il n'y aurait pas d'haltérophile, d'accord? Les weightlifters, à chaque fois, vous allez voir les genoux qui dépassent les orteils. Dans plein de contextes sportifs, différents athlètes, vous allez voir que les genoux dépassent les orteils. Alors pourquoi se dire, attends, s'ils peuvent dépasser, ou si dans certains contextes les genoux dépassent les orteils, pourquoi ils ne pourraient pas dépasser les orteils quand je fais un squat? Il faut vous dire que le corps n'est pas fragile, le corps a la capacité de s'adapter, d'accord? Si vous avez la capacité articulaire de ramener vos genoux au-dessus ou au-delà de vos orteils, eh bien faites-le, il y aura des bénéfices au contraire à utiliser une amplitude de mouvement complète, d'accord? Maintenant, ce que l'industrie fait de faux, et
je tiens à dire ici, clause de non-responsabilité, je ne dis pas que vous devez forcer vos genoux à aller au-delà de vos orteils, d'accord? Si vous n'avez pas la capacité de le faire, eh bien, c'est pas ce qu'il faut faire, bien entendu, d'accord? Mais ce que je dis, c'est que ce que l'industrie fait faux, c'est qu'on prend une moyenne d'une population, d'accord, qui n'a pas des articulations super, d'accord? Et ensuite, on dit, ça, c'est la base, ça, c'est la norme. Et toi, tu dois rentrer dans cette norme. Mais si on prend les plus mauvais élèves de la classe et qu'on prend la moyenne des plus mauvais élèves de la classe, est-ce que ça a du sens de se dire que hey, c'est cette moyenne-là, je dois être dans cette moyenne-là? Non, c'est mauvais. Et la plupart des gens n'ont pas des articulations qui fonctionnent de la meilleure façon pour le contexte en question ici. Pourquoi on se dirait, hey, moi je veux que mes genoux ressemblent aux genoux de Suzy qui a des problèmes partout. C'est faux, ok? Donc, faites pas cette erreur-là, bien entendu. Les genoux qui ne doivent pas dépasser les orteils, c'est faux. On retrouve ça dans plein de contextes. Et encore une fois, si vous avez la capacité de le faire, eh bien, laissez vos genoux dépasser vos orteils. C'est pas mauvais en soi. Troisième mythe, c'est génétique. J'ai mis ici en exemple le Asian squat. Alors souvent on entend les gens dire ça, dire ah ouais mais moi c'est génétique, je peux pas descendre en squat profond, ok? Et le Asian squat c'est super populaire. Je me rappelle il y avait une vidéo qui était virale, qui est sur internet où on voyait des gens en Asie, là, tout le monde en Asie, hein, si vous êtes déjà allé en Asie, eh bien, les gens attendent le bus en position de squat. Les gens ont 80, 85 ans et peuvent descendre en squat profond. Ici en Occident, eh bien, la plupart des gens n'arrivent pas à être en position de squat profond. Et là, les gens se disent, ah, mais j'ai pas les gènes, ou eux, ils arrivent parce qu'ils sont asiatiques. Non, c'est complètement faux, d'accord? Encore une fois, c'est une excuse bidon. On est les mêmes êtres humains. Ce qui fait la différence, c'est que ces gens-là, c'est dans leur culture de se mettre en position de squat quand ils attendent ou quand ils mangent, ou peu importe, d'accord? Et nous, le plus bas on va aller, eh bien, c'est 90 degrés, 90 degrés. On est assis sur une chaise, on est assis au volant de notre véhicule, donc nos genoux ne dépassent jamais les 90 degrés, nos hanches en flexion ne dépassent jamais les 90 degrés, 90 degrés. Du coup, hey, guess what? On ne peut pas dépasser les 90-90 degrés parce qu'il y a une règle très simple avec le corps. If you don't use it, you lose it. Donc, vous perdez ce que vous n'utilisez pas. C'est aussi simple que ça. Donc, voilà pourquoi il est très important de maintenir ses articulations en bonne santé. Et voilà pourquoi je vous saoule avec l'entraînement articulaire. Parce que tu vas perdre ce que tu n'utilises pas. Et c'est pour ça que nous, ici en Occident, eh bien, on n'arrive pas à être confortable dans une position de deep squat, tout simplement parce qu'on a perdu la capacité de le faire. Si vous regardez les bébés, ils se mettent souvent en position de deep squat. Mais si tu fais ça depuis que tu es bébé jusqu'à maintenant ou jusqu'à 80, 85 ans, comme on le voit en Asie, eh bien à cet âge-là, tu arrives toujours à faire des deep squats. Donc c'est juste ce point de vue-là qu'il faut garder en tête. Si vous ne faites pas les choses, vous allez les perdre. Et encore une fois, ça prouve le fait que c'est pas l'âge qui va foutre en l'air vos articulations, c'est le manque de mouvement. Quatrième, on dit c'est mieux de squatter pieds nus. J'ai fait un podcast là-dessus parce que voilà, c'est devenu la mode des trucs fonctionnels, des trucs voilà, il faut bouger comme un animal, etc. Du coup, maintenant tout le monde se dit c'est plus fonctionnel de faire des squats pieds nus. Et en fait, c'est faux. Okay? L'idée derrière, à la base, c'est bien pensé, d'accord, de dire il faut revenir à comme on est, comme nos ancêtres, les Homo sapiens bougeaient. Donc ils n'avaient pas de chaussures, donc nous on doit tout faire sans chaussures. Ok, l'idée est bonne. Le problème c'est que tu as accumulé plusieurs années avec des chaussures. Tu as accumulé plusieurs années à ne pas utiliser tes articulations comme tu devrais les utiliser. Et tu ne peux pas dire du jour au lendemain, hey, maintenant je suis un être humain comme avant. Non, tu as perdu la capacité de faire tous les trucs que tu devrais être capable de faire. Et maintenant de se dire, je dois faire des squats pieds nus. Non, ok? Qui peut faire des squats pieds nus? Si vous avez une bonne mobilité des chevilles, je vous invite à faire des squats pieds nus, il n'y a pas de problème. Si votre genou arrive à dépasser vos orteils largement, là je pense que vous avez les prérequis pour faire un squat pieds nus. Okay? Gardez ce mot en tête, les prérequis articulaires sont très importants. C'est ce qui va définir votre capacité à faire un mouvement ou non. D'accord? Et si vous êtes limité au niveau de votre cheville, au niveau de votre hanche, au niveau de votre genou, d'accord, il y a plein de trucs qui sont inclus dans le mouvement, eh bien, faites pas de squat pieds nus. Ben, la plupart des gens qui sont limités au niveau de leur cheville, je leur dis, mettez les chaussures d'haltérophilie si vous voulez faire des squats. Si vous avez les hanches et les genoux, mais pas les chevilles,
élever vos talons, ça va enlever ce facteur limitant et dans ce cas-là, ça ne serait pas bénéfique de faire des squats pieds nus. Donc encore une fois, un truc important qu'on fait faux dans l'industrie, c'est qu'on on parle en absolu. Ah, c'est mieux de faire les squats pieds nus. Non, c'est pas mieux, ça va dépendre du contexte. Donc ça aussi, on dit qui est faux. Cinquième mythe qui est souvent propagé, c'est quand on parle de la morphologie de notre anatomie, de ce à quoi nos os ressemblent. Alors souvent vous allez entendre des trucs du style si tu as le tibia très long, eh bien tu dois squatter plutôt de cette façon. Si tu as le fémur court et le tibia court, tu dois squatter plutôt d'une façon ou d'une autre façon. Si tu as le tibia long, tu peux pas faire cet exercice. Bref, tout ça c'est faux ou du moins c'est incomplet. Ça peut bien entendu dicter certaines choses. Donc ce que j'entends c'est que en fonction de comment vous êtes construit, eh bien vous aurez certaines prédispositions, mais c'est en aucun cas des condamnations. Okay? Moi, on me l'a dit plusieurs fois, on me dit ton bassin il n'est pas structuré pour faire le grand écart. Je fais tous les grands écarts, ok, simple. On m'a dit plein de fois, ton bassin il n'est pas structuré pour faire ci, ça, ça. C'est complètement faux. Alors oui, j'ai des prédispositions à vouloir me positionner plutôt d'une façon, je suis plus confortable de cette façon, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer la position dans laquelle je suis, d'accord? Ce qui va dicter votre capacité de mouvement, ce n'est pas la longueur de vos os, d'accord? C'est comment un os va bouger en relation à un autre os, et qui est votre mobilité articulaire. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. Et je sais que c'est un mythe qui a été propagé pendant longtemps. Il y a plein d'experts, de coachs de renommée qui propagent ça. Et je pense tout simplement qu'ils ne savaient pas. Donc, c'est pas qu'ils propagent de la mauvaise information. C'est juste qu'ils n'ont jamais pensé à ça. Moi, j'ai analysé des centaines de personnes et je vais vous expliquer pourquoi. Le mouvement c'est très complexe. On ne peut pas avoir une vision qui est trop limitée en se disant c'est juste à cause de ça et comment tu es construit, tu ne peux pas faire ça. Okay? J'ai travaillé avec des gens qui étaient extrêmement grands, qui avaient des longs tibias, qui pouvaient faire des squats profonds. J'ai travaillé avec des basketteurs qui font 2,14 m, qui normalement ne devraient pas faire des squats profonds et qui peuvent faire des squats profonds. Okay? Donc encore une fois, il ne faut pas se condamner. Mais on va regarder tout ça sur le tableau blanc avec moi et ça aura plus de sens pour vous. Ok, donc rapidement ici, j'ai dessiné deux cas de figure pour illustrer ce que j'expliquais juste avant. Donc j'ai appelé ici monsieur court tibia ou tibia court, monsieur long tibia. Ok, comme ça on a les deux cas de figure. Et bien entendu, je pourrais dessiner plein de modèles. Attention, ne vous manquez pas de mes talents, d'accord, d'artiste. D'accord, je sais que je suis pas très fort en dessin, mais l'idée c'est de se dire ok, on va s'attarder uniquement sur l'articulation de la cheville pour vous démontrer que au final, la longueur du tibia ou du fémur, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est plutôt de voir comment un os va bouger en relation à un autre os. D'accord? Ici, on a monsieur court tibia avec une dorsiflexion de la cheville qui est limitée. Et ici, on a monsieur court tibia, donc la même longueur, mais avec une dorsiflexion de la cheville qui est bonne. Donc la personne a la capacité de fléchir sa cheville. Vous voyez que le squat est complètement différent. Peu importe la longueur, ici, d'accord, cette personne-là va pouvoir aller plus bas, tout simplement parce que cet os-là, le tibia, peut aller plus en avant. On a un angle qui est plus fermé en relation à sa cheville. Maintenant, on a le même cas de figure, exactement le même cas de figure avec quelqu'un qui a un tibia long, d'accord? Quelqu'un qui a un tibia long ici, mais qui est limité au niveau de la dorsiflexion de sa cheville, ne peut pas trop fléchir sa cheville, eh bien, voilà à quoi il va ressembler. Le torse va devoir se pencher un peu plus en avant, on ne descend pas très bas. Maintenant, ici, on a le même long tibia, mais on a une meilleure dorsiflexion de la cheville, et bien là, on peut descendre plus bas. Et dans ce cas de figure, on assume que on ne prend pas en considération la flexion de la hanche ou la flexion du genou. Mais c'est juste pour illustrer le fait que peu importe la longueur de votre tibia, peu importe la longueur de votre fémur, ce qui va dicter votre positionnement dans l'espace, eh bien c'est votre mobilité articulaire. Ok, sixième mythe qui est souvent propagé, que j'en trouve souvent dans l'industrie du CrossFit, c'est ce mythe qui dit que pour devenir meilleur à faire des squats, il suffit de continuer à faire des squats ou alors il faut se mettre plus souvent en position de squat. Alors c'est pas faux complètement, mais c'est incomplet. Pour certaines personnes, ces personnes-là sont des personnes qui ont déjà tous les prérequis articulaires, et bien le fait de se mettre dans des positions de squat, et bien petit à petit, ils vont être plus confortables dans la position de squat.
Mais pour la plupart des gens, selon mon expérience, qui n'arrivent pas à descendre en squat, le fait de se mettre dans une position de squat, de se forcer dans une position de squat, eh bien, ça ne les rend pas meilleurs. Au contraire, comme je l'ai dit, on rajoute des contraintes, on fait que de créer des compensations. Donc éventuellement, les gens vont descendre en position de squat, mais comment ils vont y arriver? Ils vont y arriver avec des compensations, ok? Et c'est très commun, comme j'ai dit. Et des fois, j'hallucine parce que je vois des gens qui n'arrivent pas à descendre en position de squat normal, en air squat, d'accord? Ils n'arrivent pas à tenir, ils tombent en arrière parce qu'ils n'ont pas la mobilité pour. Et ensuite, ils mettent une charge sur leur dos ou en avant, en front squat, et ils arrivent à descendre tout en bas et ils arrivent à se mettre en position. Et ils se disent que c'est normal. C'est pas normal, les mecs. Si vous n'arrivez pas à le faire à poids de corps, sans charge externe, et que vous n'arrivez que à le faire avec une charge externe, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème, les mecs. Alors, il y a un exemple que j'adore donner à mes clients. Je dis à mes clients, ok, imagine que tu vas acheter une belle paire de chaussures que tu adores. Tu veux absolument cette paire de chaussures, mais tu n'as que la chaussure avec deux pointures plus petites que ta pointure actuelle. Et là, tu l'achètes quand même. D'accord? C'est l'exemple du squat ici. Et tu dis, ah, je vais forcer mon pied, je vais mettre mon pied jusqu'à ce que ça rentre. Et bien, tu as deux issues. Soit tu fous en l'air la chaussure, d'accord? Soit tu fous en l'air ton pied, parce que ton pied ne va pas rentrer dans cette petite chaussure. C'est la même chose avec le squat. Donc, quand on donne ce conseil-là, en disant aux gens, ouais, juste mets-toi en position de squat, tu vas devenir meilleur. Pour ces personnes-là qui ont certaines limitations articulaires, eh bien, elles ne vont pas devenir meilleures à faire des squats. Elles vont juste créer des compensations et tôt ou tard, il y a un truc qui va casser. Le genou, la hanche, le dos, peu importe. Parce que le seul moyen pour cette personne de se mettre dans la position de squat, eh bien, c'est de créer des compensations. Alors je le dis, j'ai travaillé avec des centaines de personnes. Comment on adresse ça? Eh bien, on va travailler sur les articulations de manière individuelle. On va essayer de voir quel est le facteur limitant. Qu'est-ce qui ne permet pas à la personne de se mettre dans la position de squat? Et juste en adressant le facteur limitant, sans faire de squat du tout, quand la personne va retourner dans la position de squat, eh bien, elle va pouvoir être à l'aise dans la position de squat. Parce que maintenant, on a adressé le facteur limitant. Et ça m'est arrivé des centaines de fois, des crossfitters, des clients à moi qui venaient qui n'arrivaient pas à faire de snatch. Ok, juste de faire des snatch, répéter les snatch, ça ne va pas te rendre meilleur au snatch. Il faut qu'on adresse le truc qui ne te permet pas de te mettre dans la position de snatch de manière confortable. Et sans faire de snatch, ils reviennent à la salle de CrossFit et tout d'un coup, le snatch, il rentre. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut se mettre dans la position de snatch. C'est aussi simple que ça, les mecs. Et du coup, ça m'amène au dernier point, le 7e point, qui rejoint un peu tout ce que j'ai dit ici. Mais très important pour moi ici, et spécialement si vous êtes un professionnel du sport. On ne peut pas analyser un squat en regardant un squat. Donc, quand vous regardez quelqu'un faire un squat, eh bien, vous ne pouvez pas dire « Ah, ok, cette personne, elle est limitée là. » Ah, je vois la personne faire un squat et vous dites « Ah ouais, cette personne, elle n'a pas de cheville. » D'accord? Ou « Ah ouais, cette personne-là, elle n'a pas de genou. » La vérité, c'est qu'on ne sait pas. On est juste en train de deviner ou alors on est en train de faire des suppositions basées sur des idées préconçues qu'on nous a appris en tant que coach, en tant que kiné, etc. Ah, on voit la personne qui n'arrive pas à descendre dans le squat profond et on dit « Hey, ouais, elle, c'est parce qu'elle n'a pas de cheville. » C'est souvent le truc qui revient. Ah ouais, cette personne-là, elle n'a pas de cheville. Mais comment on sait? On ne sait pas, d'accord? Ça peut être un manque de dorsiflexion de la cheville, ça peut être un manque de flexion du genou, ça peut être un manque de mobilité au niveau de la hanche, ça peut être plein de trucs. Donc, la vérité, c'est que quand ton corps va faire un mouvement, eh bien, ton corps va trouver le meilleur moyen possible avec ce qu'il a à disposition et les contraintes qu'on lui donne d'exécuter le mouvement. Donc le corps, quand tu vas lui demander de faire un mouvement, il va penser comme ça. Ah ok, je dois faire un squat. Mais pour faire un deep squat, je dois avoir plus de 110 degrés, 120 degrés de flexion de hanche. Il prend le chemin de la hanche, ok? Comme s'il prenait une route. Ah, ok, la hanche, ah, mais en fait, moi, ma hanche, elle a que 90 degrés, 90 degrés de flexion. Ah ok, bah, je vais quand même faire le squat. C'est comme ça que ton corps fonctionne. Donc il va prendre un autre chemin, il va prendre le chemin du genou. Ah, bah là, je vais fléchir plus le genou parce que la hanche, elle ne peut pas aller où je lui demande d'aller. Ah, mais le genou, il peut que se fléchir jusqu'à 110 degrés. Ah ok, maintenant, je vais aller chercher la cheville. Oh, mais la cheville, elle peut que se fléchir jusqu'à 45 degrés. Ah, attends, je remonte, je dois arrondir mon dos. Et c'est comme ça que le corps il fonctionne. Donc le corps va trouver le meilleur moyen d'exécuter le mouvement. Il va le faire, peu importe. Vous lui demandez de faire le mouvement, le corps va faire le mouvement. La question, c'est comment il va exécuter le mouvement. Il va le faire avec les outils qu'il a à disposition. Et s'il n'a pas tous les outils
à disposition, ou du moins pas les meilleurs outils à disposition, eh bien, il va quand même faire le mouvement avec des compensations. Et quand vous regardez le mouvement, eh bien, vous ne pouvez pas dire qu'est-ce qui est le facteur limitant. Vous pouvez croire, vous croyez être le meilleur coach, vous avez vu plein de gens bouger et vous croyez que, ah ouais, cette personne n'a juste pas de cheville, cette personne n'a pas de genou. On ne peut pas savoir, d'accord? On ne peut que savoir si on analyse chacune de ces parties et c'est ce que j'enseigne moi et c'est ce que j'ai appris et c'est comme ça que ça fonctionne, aussi simple que ça. Je donne toujours l'exemple à mes clients, je dis, ok, quand on regarde quelqu'un boiter, quand vous êtes blessé quelque part sur un membre inférieur, votre corps, si vous devez marcher, il ne va pas se dire « Ah non, tu sais quoi, je me suis niqué la cheville, je vais rester là. » Non, votre corps, il va marcher, il va accomplir la tâche que vous lui demandez d'accomplir. Mais comment il va le faire? Vous allez boiter, parce qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas. Mais moi, de l'extérieur, je vois une personne qui boite. Comment je sais si c'est la cheville qui est cassée? Ça pourrait être le gros orteil qui est blessé. Ça pourrait être une coupure sous le pied, ça pourrait être le genou qui est blessé. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la personne est en train de boiter. On doit isoler chacune de ces parties pour dire « Hey, voilà, c'est ça. Maintenant, j'ai découvert. C'est ça qui ne fonctionne pas, c'est ça le facteur limitant. » Mais juste en regardant la personne faire le mouvement, eh bien, c'est impossible de dire qu'est-ce qui est le facteur limitant. Vous êtes juste en train de deviner. Donc, si vous êtes un coach, j'insiste, arrêtez de deviner. C'est pour ça que je partage mon savoir. Faites des évaluations, faites un bilan, comme ça vous n'aurez pas besoin de deviner. Petite anecdote qui va regrouper un peu tout ce que je vous ai dit ici. Alors, il y a un client qui est venu me voir, que je vois une fois par année. J'ai fait un bilan avec lui l'année dernière. Et du coup, je sais un peu sa capacité de mouvement. Et quand il vient me voir cette année, il me dit hey, « Quand je fais des squats, j'ai mal au dos, je sens mon dos. » Donc, je lui demande de faire des squats. Et il essaie de faire un squat. Et bref, je vois que son squat, il ne peut pas descendre, il descend à 90 degrés, parallèle au sol. Il a les deux pieds qui sont complètement parallèles et les genoux ne dépassent pas les orteils. Donc moi, si je n'avais pas mon savoir, si je n'avais pas fait le bilan, j'aurais dit « Ah, toi, tu es sûrement limité au niveau des chevilles. » La vérité, c'est que non, le gars, il a une dorsiflexion d'enfer. Donc je ne peux pas deviner. Et là, le seul truc que j'ai en tête, je me dis, mais pourquoi il ne peut pas faire son squat? J'ai fait son analyse, donc je sais que ce n'est pas une limitation au niveau des chevilles, je sais que ce n'est pas une limitation au niveau des genoux, je sais que les hanches, il y a du travail, donc éventuellement, c'est ça qui limite le mouvement, mais ce n'est pas normal quand même, selon moi, qu'il n'arrive pas à exécuter le squat de cette façon. Et là, je lui dis, attends, pause. Ok, j'aimerais que tu laisses tes genoux dépasser tes orteils. Et là, il descend en squat, parfait. Le torse bien droit parce que le gars, il a une dorsiflexion d'enfer et il descend tout en bas. Et là, je regarde et je lui dis, mais tu vois, ton squat, il est parfait là, qu'est-ce qui se passe? Ah, il me dit, ah, mais mon coach, il m'a toujours dit que je devais garder les pieds parallèles, que je ne devais pas laisser mes genoux dépasser mes orteils. Donc, du coup, j'ai toujours fait les squats comme ça. Alors, vous voyez que le fait de rajouter des contraintes, le gars là, il était limité par les contraintes du coach qui croyait bien faire. Ça lui créait des douleurs au dos alors que le gars avait toute la capacité possible pour faire un squat parfait, d'accord, sans aucun problème. Donc voilà, ça rejoint tous les points que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant. Ok, maintenant le takeaway pour vous. Comment trouver la meilleure position de squat pour vous? Alors d'abord, il faut explorer un petit peu. C'est ce que je vous invite à faire. Oubliez les idées préconçues, il faut squatter d'une autre façon. Dites-vous que vous voulez, dans le meilleur des cas, descendre tout en bas et être à l'aise en position de squat. La meilleure chose à faire, c'est déjà de se faire évaluer par quelqu'un qui va vous dire éventuellement où vous êtes limité par un professionnel compétent, d'accord? Et la deuxième chose, c'est d'explorer, d'accord? Parce que même en ayant les évaluations, eh bien, on va demander à la personne d'explorer. Alors, oubliez les pieds parallèles, d'accord? Tournez un peu vos pieds vers l'extérieur. Ok, ah ouais, là ça marche. Cool, j'ai tourné un peu mes pieds vers l'extérieur, j'arrive à mieux descendre. Je peux écarter un peu plus les pieds. Ah non, là c'est trop écarté, je me sens limité. Je rapproche un peu mes pieds. Ok, là j'essaie de descendre. Ah, là ça marche. Attends, j'élève mes talons un petit peu. Ah ouais, je vois qu'en fait je suis limité un peu au niveau des chevilles. Et c'est comme ça qu'il faut explorer. Donc, mon meilleur takeaway, c'est explorer, essayer différentes positions. J'ai fait une vidéo, je ne suis pas sûr que je l'ai faite sur YouTube, je vais essayer de la mettre, où je donne 2-3 astuces sur comment analyser vos articulations pour savoir
quelles articulations seraient éventuellement limitées dans un squat. Mais quand on pense à un squat et qu'on pense à l'articulation du bas du corps, eh bien, on pense aux chevilles, d'accord? On va avoir une bonne dorsiflexion de la cheville, mobilité de la cheville, c'est très vague tout ça, une bonne mobilité du genou, une bonne capacité à fléchir le genou et une bonne mobilité des hanches. Encore une fois, la hanche, c'est plein de trucs, donc c'est très vague de dire mobilité des hanches, ça ne veut absolument rien dire en vrai, mais c'est pour vulgariser le tout, d'accord? Selon mon expérience, pour avoir un bon squat, on va partir du principe qu'on a des bons genoux, d'accord? On peut fléchir complètement nos genoux. Eh bien, il faut soit avoir de très bonnes chevilles, si on n'a pas de bonnes hanches, soit avoir de très bonnes hanches et pas de cheville, ce qui est mon cas. Personnellement, j'ai pas énormément de dorsiflexion de la cheville, mais j'ai des très bonnes hanches. Donc, je peux avoir une bonne flexion de la hanche, descendre tout en bas sans créer de compensation, d'accord? Donc, c'est un peu soit l'un, soit l'autre. Si vous avez les deux, vous êtes au top, ok? Vous avez gagné. Vous pouvez bien fléchir votre hanche et vous pouvez bien fléchir votre cheville, c'est parfait, vous êtes au top. Mais pour la plupart des gens, c'est pas le cas, d'accord? Donc, si vous avez une bonne cheville, eh bien, vous n'aurez pas besoin de trop fléchir votre hanche. C'est un peu ce que j'ai démontré sur le tableau. Si vous n'avez pas de bonne cheville, eh bien vous aurez besoin de fléchir plus votre hanche. Selon moi, ça prend beaucoup de temps, c'est très long de développer une dorsiflexion de la cheville. Il faut travailler sur plusieurs couches, etc. On a des meilleurs gains en général en travaillant sur la hanche, d'accord? La hanche, elle devrait être capable de faire plein de trucs. Et je dis souvent, mieux vaut s'attarder sur les articulations qui ont une plus grande capacité de mouvement. Donc, si je peux donner un conseil perso, c'est de travailler sur votre articulation de la hanche parce que vous allez avoir un grand retour sur investissement. Donc voilà, j'espère que cette très longue vidéo vous aura été utile et je suis curieux de savoir ce que vous pensez. Donc, laissez un commentaire, laissez un petit like, faites tourner la vidéo. Je sais qu'il y a plein d'informations dans celle-ci.